Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Moi, je sais pas, je devais être pressé de vous voir, de vous lire, parce qu'en fait, j'ai démarré, j'ai lancé le compte à rebours 10 minutes avant. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, je vais vous parler aujourd'hui entre autres, mais on va parler de plein d'autres choses, mais d'un penseur qui s'appelle Jacques Roman, et je vais vous lire un texte qui n'est pas de lui, qui est d'un auteur qui est un auteur que Jacques aime énormément, qui s'appelle Joë Bousquet. Je vous en ai parlé déjà plusieurs fois. C'est un texte relativement long, mais comme ça, on va arriver à 8 heures tranquille. Et on va démarrer le Twitch juste après ce texte. Donc, Joë Bousquet, Lettre à Poisson d'Or, dans la collection L'Imaginaire chez Gallimard. Carcassonne, décembre 1938, samedi. Ma chérie, j'ai reçu de ton amie une lettre exquise et j'ai été frappé de retrouver dans la façon appliquée dont elle manie le français quelque chose qui rappelle la manière de Rilke quand il écrivait dans notre langue. Si les poèmes de Rilke nous ont révélé tant de choses, c'est qu'il en a pris des mots hors de lui, dans ce monde distinct de la langue étrangère qui les lui montrait comme des objets. Et j'ai été vraiment heureux de trouver sous la plume de ton ami un jugement poétique chargé, lui aussi, de cette vertu précieuse qui est dans les mots quand ils nous parviennent dans leurs fleurs, et tels qu'on les avait inventés. Cette lettre m'a redonné du courage. Il m'en faut beaucoup en ce moment parce que le point où j'en suis de mon livre est littéralement d'une grande difficulté. Ensuite parce que ces pages expriment directement les fatalités morales d'un état comme le mien, et que je me sens seul, jusqu'à l'angoisse, dans l'effort de les rendre vivantes et pour cela de les prendre au vif de ma douleur. Car il y a en moi, il y aura toujours en moi, celui qui ne veut pas de sa blessure, qui ignore peut-être toujours le choc qui l'a frappé, et c'est de son contact avec ma vie présente que naissent mes accents les plus vrais. Je voudrais t'expliquer cela. Il me semble qu'en partageant avec toi mes impressions les plus secrètes, en les mettant en toi, je peux arriver à remplir ton être avec mes propres pensées, et que c'est une façon, non de résoudre certains problèmes, mais de t'éveiller dans un monde où ces questions ne se posent plus. Le moment est sans doute bien choisi, car je te sens vibrante, émue par quelque chose que tu ne m'as pas dit. À travers tes lettres, on te sent lourde d'un secret qui te pèse. Je ne te demande pas de confidence, mais je tiens à avoir à chaque instant une tendresse prête pour une de tes peines. C'est facile. Ma vie semble souvent le berceau de la tienne, et rien que de te parler de moi, il semble que j'agrandis ton cœur. Dans l'endroit difficile où je te disais que j'avais actuellement conduit mon récit, je fais revivre un instant récent qui m'a révélé tout le rayonnement de mon amour pour toi. Une confirmation poétique de la vérité, entrevue dans nos paroles, et la joie à intervenir dans les surprises du sens qui redit la chanson. Ma chérie, je ne savais pas que ce serait si doux. J'ai voulu l'écrire. Si j'avais le don de te communiquer mes impressions, nul aspect de mon amour ne t'échapperait plus. Tu verrais nos sentiments réciproques, sous l'angle du sentiment et non sous l'angle de notre intérêt humain. Si l'amour est l'oubli de soi, l'idée de l'amour doit effacer plus encore ce qui concerne l'homme, ce qui concerne la femme, et inaugurer le règne de la vie intérieure, où les buts disparaissent devant le progrès de la conscience. Revenons sur nos pas. Je voudrais aussi simplement qu'un artisan exposant sa technique te montrer un des effets de mon amour et l'incidence sur mes pensées du bonheur qu'il devait m'apporter. Écoute, c'est là ce qui me tient éveillé dans mes nuits d'études. La douleur d'être blessé m'avait arraché au monde, et non pas par un choc que ce mot résume, mais d'une façon qui peut se décrire. Après la chute dans une fausse agonie, un retour manqué à la santé, et comme cadre à cette demi-convalescence, la tristesse des sens dans la mutilation générale de leur horizon. Mon esprit m'avait tracé un chemin dans les ruines accumulées sur moi. J'avais des yeux non plus pour voir les choses, mais pour mesurer en elles la profondeur de ma chute. On aurait dit que chaque paysage se recouvrait, pour m'apparaître, du linceul qu'on avait en vain préparé pour moi, et mon regard le trouvait comme empêtré de ces liens qui me tenaient moi-même.
Je le dis maintenant avec calme, car cette évocation pèse moins qu'un souvenir. Elle est le rêve des pures visions qui ont pris sa place. Tu venais de me quitter. Je t'aimais. Mes yeux le savaient. Mais il ne m'avait pas tout dit. Je donnais à l'amour un corps qui avait tout à apprendre de lui. Et je l'ai bien vu, quand les paysages sont revenus pour moi de l'exil, où ma tristesse les avait enfermés. Tu te souviens sans doute que parmi des vues de la Suisse, par une forte jolie coïncidence, tu m'as envoyé une photo d'Arosa. Cet endroit qui marque l'origine de toutes les lettres anciennes que j'ai d'Éluard a pris dans mon cœur ce jour-là la lumière qu'il fallait pour gravir tous ces sommets. Et quand j'ai reporté ensuite mes yeux sur le monde, c'était pour assister à la douceur conjointe de deux pays qui se connaissaient. J'ai compris que je venais au-dedans de moi d'accepter mon état de malade. J'ai su que ma vie recommençait, qu'il me fallait reprendre contact avec la vie, considérer à nouveau toutes les choses de ce monde. Joël Bousquet, alors voilà, pour celles et ceux qui n'étaient pas encore là, normalement ça démarre à 20h, et puis j'ai mis l'horloge 10 minutes avant. Voilà. Donc j'ai lu un texte de Joël Bousquet. Joël Bousquet, donc c'est mon amie Jacqueline qui me l'a fait découvrir. Et ce qui est intéressant dans ce texte, enfin ce qu'il faut savoir, c'est que Joël Bousquet était blessé à la guerre de 14 et il a vécu quasiment toute sa vie dans son lit. En fait, voilà, il sortait de temps en temps en chaise roulante, mais sinon il était toujours quasiment dans son lit. Et je vous ai lu ce texte de Joël Bousquet parce que il se trouve que aux éditions d'en bas où je travaille, on sort le 3 février un livre de Jacques Roman, je ne sais pas si je vous en ai parlé. Est-ce qu'il est par là? Je dois l'avoir, non? Il est en dessous. Voilà, du désarroi et de la colère. Donc voilà, donc ça il paraît le 3 février. Et je me suis dit, mais Jacques, c'est quelqu'un d'incroyable. Je vous en ai parlé la semaine dernière, parce que je vous ai parlé des éditions Kesserling, et entre autres de l'ouvrage qu'il avait écrit sur Arabal. Et je me suis dit, mais j'ai plein de bouquins de Jacques Roman. Et ça va ponctuer, en fait. On va traverser les écrits de Jacques Roman, avec d'autres lectures, d'autres livres. Mais voilà, Et donc, pourquoi Joël Bousquet? Parce que Jacques Roman, c'est un des auteurs qui le touche énormément. Voilà, et j'ai trouvé ça tout à l'heure, je n'arrive pas à trouver le passage, mais c'est pas grave. Il faut juste le savoir que quand Jacques parle de la solitude, on comprend aussi quel peut être le rapport avec Joël Bousquet, voilà, dans ses écrits. Je vais juste commencer. Alors, quand je vous dis que c'est un penseur, en fait, ce qui est compliqué avec Jacques Roman, c'est que c'est quelqu'un qui a fait du cinéma, qui a fait de la radio, qui a fait de la télé, qui a écrit de la poésie, qui a écrit des essais, qui a écrit... Et l'autre jour, je lui dis, mais comment on peut te qualifier, Jacques? Il me dit, qualifie-moi de penseur. Je dis, c'est très bien. Voilà. Donc, je vous dirai pas, c'est de la poésie, c'est de... je dirais, voilà, c'est Jacques Roman. Voilà. Du désarroi et de la colère. Donc là, je vais vous lire un tout petit passage sur la colère. À l'image de la casserole qui déborde et sur laquelle on se précipite, à l'image du volcan, elle est le plus souvent décrite comme l'effet d'un bouillonnement. C'est oublier la colère froide. Celle-ci est faite d'un alliage particulier, dans lequel il entre une part non négligeable de raisonnement. Existe aussi une silencieuse colère, peut-être la plus efficace ou la plus dangereuse, suivant de quel côté l'on se situe. Celle-là est toute faite d'économie. Elle consiste à placer chaque petite colère sur le même compte, accumuler les intérêts, attendre le bon endroit et le bon moment, pour tout dépenser d'un seul coup. Voilà. Donc ça, c'est le petit bouquin qui va sortir cette semaine.
le 3 février. Voilà, voilà. Comment vous allez? Qu'est-ce que vous avez lu? Je vois qu'il y a du monde. Oui, il y a du monde. Je vais commencer par un. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, ce que vous aimeriez entendre comme lecture. Voilà. Et puis, l'autre jour, il y a, je ne sais plus comment il s'appelait, qui m'a parlé de plusieurs bouquins. Et entre autres, il y en avait un qu'on avait dans la bibliothèque mais qu'on n'avait pas lu. Et c'est Le Lambeau de Philippe Lançon. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. C'est pas un livre récent. Moi, je considère que il est 2018. Je considère que si un livre est bon, il n'a pas besoin de sortir, de venir de sortir, quoi. S'il est bon à sa sortie, il sera bon 3 ans après, 5 ans après, quoi. Il y a quelques bouquins qui vieillissent mal, quelques titres qui vieillissent mal, mais bon, en règle générale, voilà, on n'est pas obligé de sauter sur la nouveauté, et on peut reprendre dans sa bibliothèque des bouquins qui ont 3, 4 ans, 10 ans, 20 ans, et puis on y trouve du plaisir. Et donc Le Lambeau de Philippe Lançon, je pense que c'est mon amoureuse qui l'avait acheté, et c'est le récit de Philippe Lançon, journaliste à Libération et à Charlie Hebdo, qui était dans la salle le jour où il y a eu l'attentat de Charlie Hebdo. J'ai pas totalement terminé, j'en suis à la moitié. Voilà. J'en suis à la moitié. Je trouve ce livre vraiment très, très puissant. Je remercie beaucoup la personne qui m'a conseillé sa lecture. Il y a des bouquins comme ça, je suis pas tenté de les lire. Je me dis, bon, j'en ai assez entendu sur ce sujet. Et puis en fait, c'est vraiment quelque chose d'assez poignant parce que c'est aussi bien. C'est une remise en question en fait de l'être humain, je pense. C'est à travers cet attentat, c'est une vie. Je ne vais pas dire normale parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais une vie assez organisée, assez classique en quelque sorte, d'une personne qui est journaliste et puis voilà, qui fait son boulot et puis voilà, qui a son rituel de prendre son thé, son café à telle heure, de passer par telle rue, et tout d'un coup, bouf, tout bouge. Tout bouge, il se retrouve à l'hôpital et lui reviennent en souvenir ces moments, mais aussi, je trouve que c'est un bel hommage à la presse et au travail qui est fait par les journalistes. Voilà. Donc je me réjouis de le continuer. Je vous lis juste un tout petit passage. Voilà, je prends au hasard. Hop. Est-ce que c'est le début de la phrase? Voilà. La novlangue de Big Brother dans 1984, le roman de George Orwell, m'a permis de formaliser sans le dire ce que j'éprouvais dans la première de mes chambres. Mon état flottant était celui de mort-vif. Le réflexe qui lui convenait était oui-non. Les 3 catégories dans lesquelles la novlangue répartit le vocabulaire étaient adaptées à la situation. Vocabulaire A, mot nécessaire à la vie de tous les jours. Vocabulaire B, mots formés à des fins politiques destinés à imposer l'attitude mentale voulue à la personne qui les emploie. Vocabulaire C, dans la chambre, avait tendance à se confondre. Quant au vocabulaire B, il découlait d'une attitude mentale assez simple, que la cadre du service, plantée devant moi dans sa blouse blanche et son visage refait, me résuma peu après mon arrivée. Dans 1 an, monsieur Lançon, vous verrez qu'on n'y verra plus rien. Naturellement, c'était faux. Et naturellement, je l'ai cru. N'était-elle pas passée elle-même par un accident terrible? J'observais sa peau autour de ses yeux fauves, intenses et un peu fous. Nulle trace. Ou alors, je préférais ne pas les voir. Ce serait donc pareil pour moi. Beaucoup, ici, me racontaient leur malheur passé ou présent. La morale était toujours la même.
Il faut se battre, on s'en remet. J'ai cru tout ce qu'on me disait parce qu'il fallait le croire pour que ça ait une chance d'arriver un jour, plus tard, le plus vite possible. Tout allait mal, mais tout irait mieux. Donc tout allait bien. J'ai également inventé un mot pour ça. Il faut être mieux. La novlangue avait aussi un mot pour signifier un peu plus qu'éprouver ou ressentir. Sans ventre, S-E-N-T-V-E-N-T-R-E, sans ventre. Ce qui veut dire, explique Orwell, sentir avec les entrailles, sans ventre. Je l'ai peu à peu décliné selon les heures de la journée et les points d'incommodité. Incommodité est le mot que j'ai assez vite choisi pour définir devant les autres ce que mon corps subissait. Ce n'était pas une coquetterie et pas seulement un euphémisme. En réduisant le mot, je réduisais la douleur et le pathétique qui l'accompagnait. L'incommodité, c'était tantôt sans mâchoire, tantôt sans nez, tantôt sans gorge, tantôt sans œil, tantôt sans main ou sans bras, et dans la nuit comme un bouquet final sans tout. Quoi que ça sente, ça piquait, ça irritait, ça brûlait, ça inondait. J'ai pensé tous ces mots et bien d'autres, mais je ne les ai pas écrits, et nul n'en a rien su. En fait, dans tout le passage où j'en suis, donc il est à l'hôpital, et dans cet hôpital, il va communiquer au bout de quelques jours avec une ardoise, parce qu'il a été complètement... la mâchoire a été arrachée, et donc il peut pas parler. Voilà. Donc il ne peut pas parler, et il écrit peu. Son frère lui apportera un ordinateur, et il pourra écrire au bout de quelques jours. Il a écrit un tout petit article pour Libération. Voilà, mais voilà. Donc Le Lambeau de Philippe Lançon, écoutez, c'est un bouquin vraiment, vraiment bien. Oui, n'hésitez pas, comme dit Laura, n'hésitez pas à dire ce que vous avez lu, ce qui vous a marqué, puis comme ça, c'est peut-être un bouquin que je présenterai la prochaine fois, que je lirai et tout ça. Alors, un petit coup de Jacques Roman, tac tac, on va. Ça, c'est les voix de Jacques Roman, qui étaient parues à l'âge d'homme. Ah oui, c'est pour vous dire qui est Jacques Roman. Je trouvais que c'était un portrait réalisé après 3 visites au domicile de Jacques Roman en hiver 2013 et au printemps 2014. Et ça n'a pas changé. Jacques Roman a l'air d'un gentilhomme poète du XVIIIe siècle qui s'enorgueillirait d'avoir les semelles et le cul terreux. Sa plume et son fleuret. Cheveux longs, barbiche, moustache. Cette classe 18e a été mise en valeur par le rôle de Chevernois, raide capitaine de Louis XVI, qu'il a campé dans un film de Patrice Lecomte. Le haut de sa chemise, négligemment déboutonné, cheveux mi-longs détachés, il fume. Sa boîte de cigares, des Nobel petits de Sumatra, sans l'écurie. Exigeant et précis en son usage des mots, Jacques Roman est à la fois grave et caustique. Écrire. Parler est une question de survie pour lui. Urgence, précision, force, une révolte qui ne le consume pas, mais le nourrit. Une colère contre toute forme d'humiliation. Excessif. Théâtral. L'emphase, chez lui, est sincère. Voilà. Les voix de Jacques Roman, donc c'était à l'âge d'homme. J'ai une petite idée de quelques livres que prochainement. Peut-être de la SF. Je ne sais pas si vous aimez la science-fiction, fantasy, fantastique, mais c'est fort possible qu'il y ait des ouvrages qui interviennent dans mes lectures prochainement. Et là j'y pense parce que tout de suite on a parlé de 1984. Il est génial ce livre. Est-ce que je vais... Mon amoureuse m'a dit te lève pas, ça coupe tout. Mais je me lève quand même, je suis assez terrible. Je sais pas où il est. Je me suis pas beaucoup levé. J'ai quelque part. Je préparerai pour la semaine prochaine. Je voulais le préparer, puis je suis alors, on passe à quelque chose de totalement différent. Avec un bouquin qui s'intitule La nuit nous sauvera,
Et alors, c'est un bouquin totalement incroyable. C'est un bouquin chez Buchet-Chastel, de Philippe Ségur. Euh, Comment vous résumer ça? Vous voyez, il est pas gros, hein, c'est un tout petit bouquin. Donc je peux pas vous en dire trop, sinon si je vous dévoile tout, vous n'allez pas le lire. C'est un bouquin qui a 4,90 €, donc ça va. Euh, que vous dire? un, un jeune homme qui a des parents écolos, très écolos, euh, à un certain moment va se trouver à travailler dans une centrale nucléaire. Et là, il va décider de faire exploser cette centrale nucléaire. L'ouvrage est en deux parties, enfin en deux parties. Il y a la partie principale et puis il y a une postface qui donne un rappel un petit peu sur l'écoterrorisme. Voilà. Donc moi ce bouquin, j'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sans tout dévoiler? euh, Ah, c'est pas facile. Hein. Ah ouais, tiens, je vais vous lire ce petit passage-là. Lorsque j'étais parti à Paris pour entreprendre des études en 2004, mon désir de me libérer de ma culture familiale, sans tout à fait rompre avec elle, m'avait fait rencontrer les anarcho-punks qui squattaient la miroiterie rue de Ménilmontant. Moi, je n'ai jamais vécu avec eux, mais j'ai beaucoup traîné en leur compagnie. C'était une profusion d'expos, de rencontres, d'événements artistiques. La musique qui jouait un rôle capital. La découverte de GBH peut-être, UK Subs, Steve McKay et Citizen Fish, que j'ai vu jouer sur scène dans ces sets déchaînés, s'accompagnaient de discussions passionnées au cours desquelles nous partagions une même haine du néolibéralisme et un même enthousiasme pour l'éthique du do-it-yourself. Cependant, leurs projets de maraîchage en milieu urbain et les îlots alternatifs qu'ils entendaient créer me paraissaient dérisoires au regard des enjeux environnementaux. On venait de découvrir un continent de déchets dans le Pacifique avec une concentration de plastique 6 fois supérieure à celle du plancton. Au cours du siècle précédent, 50% des forêts de la planète avaient été détruites et au rythme où se poursuivait le massacre, la moitié des espèces vivantes seraient éteintes au cours du siècle suivant. Les animaux mouraient, l'eau douce se raréfiait, l'air était empoisonné. Combien de temps allions-nous courir au suicide sans réagir? Je lisais avec passion les travaux de Serge Latouche, les livres de Vincent Chénet, les revues Décroissance et Silence. Mais l'écologie radicale, qui d'abord m'avait séduit, maintenant me décevait. Il y avait urgence, et cet engagement n'aboutissait à rien. Je suis avec intérêt les actions des faucheurs d'OGM, des casseurs de pubs, des démonteurs de mobilier urbain. Néanmoins, leur coup de poing me semblait limité, et par là même condamné à rester anecdotique. Pendant ce temps, l'immobilisme des intérêts économiques caractérisait les politiques des États. George W. Bush refusait de ratifier le protocole de Kyoto sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Claude Allègre, ancien ministre et géologue, niait l'existence d'un réchauffement climatique anthropique. Sur les 20 sociétés qui, dans le monde, émettaient à elles seules 35% des émissions de CO2, 12 avaient des États pour actionnaires. Voilà, le décor est planté. La nuit nous sauvera, lisez-le, puis vous me direz ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à intervenir, à me dire ce que vous avez lu, ce que vous avez aimé, et tout ça. Un petit Jacques Robin. La majesté du terrible, suivi de Orato, aux éditions de Mer. Merde, c'est beau. Pas un jour où nous ne déchirions le ciel d'une pensée terre à terre. Si mufles nous possédions encore, nous respirerions sous la robe du temps, de la beauté des dentelles et les guenilles. Ainsi parlait le fou, dansant nu, comme un ours, à longueur de journée et de nuit, entrecoupant parfois son monologue de
Merde, c'est beau. Souvent, après avoir tourné par 3 fois autour de l'unique arbre autour de la cour, sous le soleil ou sous la lune, sous les nuages ou sous la pluie battante, dans cette nuit qui était la sienne et qu'il appelait la nuit qui précéda la nuit, c'est toujours ainsi qu'il commençait, ponctuant ces mots de son index. Sa folie avait cela de rare, et qui belle la rendait, c'est qu'il parlait comme il eût écrit, sinon qu'il n'écrivait pas, qu'il ne s'adressait jamais à quiconque. Son corps seul semblait s'adresser à l'univers entier, un univers auquel il tendait les bras comme un enfant. On eût dit d'un singe, son visage tourné vers la nue, tandis qu'il articulait chacun de ses mots, comme s'il eût voulu mordre quelque présence invisible menaçant son arbre. Voilà. La majesté terrible, la majesté du terrible, suivi de Orato aux éditions de l'Air. Merci Laura pour tous les liens qui sont mis, que d'habitude je prépare, et puis là j'ai pas eu le temps, j'étais en tournée chez des libraires. Ah mais voilà, vous êtes là. Vous êtes là mais vous parlez pas, mais c'est votre choix. Hein. Si vous avez pas, si vous avez envie que de m'écouter et puis pas de dire ce que vous avez lu. Vous avez rien lu cette semaine? Bon, c'est possible. Et la semaine dernière non plus. Et l'année dernière. Vous lisez combien de livres par an, par jour, par heure je ne sais pas. Qu'est-ce que vous aimez lire? Moi, j'ai ce petit bouquin-là que je trouvais hyper intéressant de Bruno Latour. Mémo sur. Bon, vous allez dire, je suis un peu sur l'écologie, sur des trucs comme ça. J'y peux pas grand-chose. Clairement, quand j'ai acheté le bouquin La nuit nous sauvera, je pensais pas du tout que ça. Le thème de l'écoterrorisme serait dedans. Il y a des trucs comme ça qui se passent, qui sont assez drôles. Je sais pas si ça vous arrive, mais vous achetez un bouquin et puis tout d'un coup, vous faites un lien. Bah, tout à l'heure, je regarde les bouquins de Jacques Roman, j'en lis des passages, je lis des extraits, et je vois justement ce que je vous disais tout à l'heure, son lien d'amitié avec Joël Bousquet. Voilà, et ça c'est vraiment assez marrant, quoi. Et il y a plein de choses comme ça. Et donc, alors, moi, Bruno Latour, c'est quelqu'un que je trouve vraiment très intéressant. Je pense que c'est un penseur qui a vraiment quelque chose, qui avait quelque chose à nous dire. Malheureusement, comme Baudrillard, c'est une personne qui est décédée. Lui est décédé l'an passé. Ce bouquin-là a paru en janvier 2022. C'est assez marrant parce que sur la première page, vous avez donc mémo sur la nouvelle classe écologique de Bruno Latour et Nicolas Schultz. La date et la diffusion, c'est membres des partis écologiques et leurs électeurs présents à venir. C'est pas du tout un programme électoral. C'est pas du tout un programme électoral. Ça fait le point sur, en fait, sur pourquoi il y a tant de... On sait aujourd'hui que on va vers une catastrophe écologique. Tout le monde quasiment le sait, à part ceux qui se ferment les yeux, mais parce que ça leur fait peur peut-être. Mais on sait que c'est une catastrophe et on ne sait vraiment pas comment faire pour éviter cette catastrophe. Il y a plein de partis écologiques, plein de mouvements écologistes qui disent des choses. Au lieu d'essayer de travailler ensemble, de faire des choses ensemble, elles vont s'exclure. Voilà, Et donc, Bruno Latour et Nicolas Schultz. Nicolas Schultz, il est doctorant au département de sociologie de l'université de Copenhague et il travaille sur les classes géosociales. Et oui, alors, tous les deux, en fait, conçoivent une idée qui est assez intéressante, c'est de se dire, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une classe sociale qu'on pourrait appeler la classe écologiste? Voilà. Ou la classe, je ne sais plus si c'est la classe écologiste ou la classe écologique. Enfin voilà, c'est ça. Et c'est vraiment très très intéressant.
C'est des tout petits chapitres, hein, enfin presque voilà, des petits trucs d'une page qui résument un petit peu la situation dans laquelle on est, et puis, en fait tout le côté politique, le pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'en fait ça marche pas. Et donc la question du pouvoir est vraiment centrale dans ce livre-là. Et je trouve ça hyper intéressant. Voilà. Parce que je pense que c'est un bouquin, effectivement, qui devrait être lu par un maximum de gens qui essayent de faire des choses sur l'écologie pour essayer de trouver des solutions, mais pas seul. En fait, hein, ça ne sert pas à grand-chose d'être seul dans son coin. Voilà. Je vous lis le chapitre 57. Enfin, ouais, je peux le lire, il est pas. Conquérir le pouvoir, mais lequel? Toute l'histoire des mouvements sociaux le montre. Il faut un très long temps pour faire s'aligner, même approximativement, les manières, les valeurs, les cultures, avec la logique des intérêts. Ensuite, repérer les amis et les ennemis, puis développer la fameuse conscience de classe. Entre guillemets, conscience de classe. Et enfin, inventer une offre politique qui permette aux classes d'exprimer leurs conflits sous une forme instituée. La lutte des idées précède donc forcément de beaucoup le processus électoral. Il est illusoire de penser que l'on puisse se jeter dans des élections en négligeant l'énorme préparation qui seule permet le discernement des alliés potentiels et des adversaires. Faute de ce travail, les succès électoraux, même s'ils sont utiles à titre d'apprentissage et de propagande, ne pourront s'étendre beaucoup. De toute façon, à quoi servirait-il d'occuper l'État sans avoir derrière soi des classes assez préparées et motivées pour accepter les sacrifices que le nouveau pouvoir en lutte avec le régime de production va devoir leur imposer? Voilà. Donc ça, c'est des questions qui sont posées. Et puis, voilà, il va y avoir des réponses petit à petit. C'est pas gai. Alors, je propose un remède. Je ne sais pas si vous connaissez. Ça, c'est un remède qu'on a écrit avec ma fille. Enfin, qu'on a écrit. On n'a pas écrit un livre. C'est un livre. Mais on n'a pas écrit. On a été choisir, sélectionner des citations déprimantes pour bien commencer la journée. Et puis, Soledad a fait les illustrations. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme illustration? Tac, tac. Celle-là. Rien de rien. En fait, ce qui est assez drôle, c'est que quand ce livre-là a apparu, je ne sais plus en quelle année, 2014, quand ce livre-là a apparu, les gens qui l'ouvraient éclataient de rire. On s'était dit, ils vont tous prendre la corde et puis se suicider. Et avec ma fille Ève, on va être au Salon de Genève. En fait, elle va venir sur le stand des éditions d'en bas. Puis on sera ensemble, on va bacoter, on va pas arrêter de parler de livres, de littérature, de plein de choses. Et je vais vous lire une citation déprimante. Celle-là, elle est géniale. C'est une citation de Didier Van Covlert, la nuit dernière au XVe siècle. Écoutez bien. Pour tenter d'y voir clair, on a parfois intérêt à fermer les yeux. Pas mal, quand même. Allez, une autre, et puis on passe à autre chose. Il y a un passage sur les animaux qui est pas mal. Est-ce que c'est les animaux? On s'était bien amusé. Voilà. Hop, je vois des chiens. Une année de chien. Non, c'est pas celle-là. Il y a longtemps que je l'ai pas ouvert. Peut-être. Ah oui. Marcel Aimé, Les Contes du Chat Perché. Quand les poules auront des dents, vous regretterez peut-être de les avoir maltraitées autrefois. Allez, et une petite dernière. Celle-là. Voltaire.
le monde comme il va. Mais quand on a été 3 jours dans le corps d'une baleine, on n'est pas de si bonne humeur que quand on a été à l'opéra, à la comédie, et qu'on a soupé en bonne compagnie. En fait, l'idée de ce bouquin-là, c'était de trouver des citations, mais pas des citations qu'on trouve partout. Donc on a été chercher dans les livres directement. Donc voilà, donc on a trouvé des citations qui n'avaient jamais été citées en fait, pour certaines. Et puis d'autres, voilà. Allez, c'est nous qui avons inventé les horloges, mais elles obéissent à un autre patron, de Tabucci. Voilà, on s'est bien marré. Voilà. Et puis il est joli, il est gaufret. Voilà. Vous pouvez l'acheter, ça nous fera des droits d'auteur. Non, je rigole. Mais, sur le poche avec Gallimard, on va pas être millionnaire, ça c'est clair. Allez, Jacques Roman, ébauche et débauche du caprice. Je vous ai dit, hein, c'est un penseur. Il arrive que le malheur s'invite à notre table. Cela ne doit pas nous faire oublier que souvent, nous l'invitons à l'enseigne d'un caprice. Le caprice est toujours égoïste. Dès lors qu'il invite le malheur, c'est son invité. Les convives n'ont pas été consultés. Le caprice n'est ni féminin ni masculin, il est infantile. Pourtant, il n'agit pas moins dans un lit qu'autour d'une table. Son infantilité fait du capricieux, de la capricieuse des êtres pour qui le cœur de l'enfance est inaccessible. Infantile, le capricieux est précoce en exercice de l'adulte tyrannie. Le caprice a le profil de l'incendiaire, c'est Néron. Ce tyran est aussi un tyrannisé. Sa jouissance, car il jouit, est de se prendre pour l'auteur de sa vie. Rien d'autre n'est sacré que sa personne. Il veut être le grand auteur, et la seule preuve qui le peut confirmer dans son ambition est celle d'avoir le pouvoir de faire tabula rasa à tout instant. Sa folie, l'acmé de sa folie, c'est de convier ses victimes à danser avec lui sur les cendres, les convier spectateurs de son infernale liberté. Les nazis ont ainsi mis en scène le caprice meurtrier. Le caprice ne saurait se passer de chair. C'est dans la chair de l'autre qu'il établit son régime. Un régime où tout amour est entrave à sa volonté. Voilà, Jacques Roman, ébauche et débauche du caprice. Et c'est un superbe éditeur qui s'appelle Le Quadratin, qui est, voilà, c'est très beau. Voilà. Vous n'êtes pas bavard aujourd'hui, hein, il n'y a que moi qui parle. Pourtant, moi j'étais me promener, j'étais dans des librairies aujourd'hui. Je suis allé à Bienne, je suis allé à Berne, à Bienne, dans une librairie. C'est marrant parce que en fait c'est des villes bilingues, enfin je sais pas comment on dit, ouais. Et à Bienne, à la librairie Bostrich, il y a, alors, ça vaut le coup d'y aller, hein, si vous êtes dans le coin, si vous passez par Bienne, voilà, vous êtes à Paris, vous êtes à Toulouse, vous passez par Bienne, voilà, alors, passez par Bienne, arrêtez-vous à la librairie Bostrich, c'est une petite librairie mais qui a un choix vraiment assez génial d'ouvrages en français et en allemand, de livres d'art, de livres de littérature, mais il y a vraiment de tout. Puis il y a des petits objets, des petits livres objets, il y a toujours une sélection incroyable. Je trouve toujours des titres assez géniaux là-bas. Et puis j'ai trouvé entre autres ce petit livre-là que je vais lire et que je vous parlerai la semaine prochaine. Marielle Massé de Cabane, mais ça je vous en parlerai la semaine prochaine. Et après je suis allé à Berne, dans une autre librairie assez incroyable aussi, donc Berne c'est pareil, c'est français-allemand, mais cette librairie-là, c'est une librairie où il y a toutes les langues, enfin toutes les langues. Il y a français-allemand, enfin il y a allemand évidemment, français, anglais, italien, voilà, enfin bref, et des libraires super sympas, et voilà, donc je me suis éclaté dans ces deux librairies-là, et voilà. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de lire tantôt, et vous avez peut-être eu le temps. Allez, qu'est-ce que je vais vous dire ?
Euh, ah oui, tiens, je vais faire ça. Mon amie Jacqueline, en fait, il y a un bouquin qui était sorti sur elle, qui s'appelle Mes rencontres avec des homéopathes remarquables. Enfin, qui était sorti sur elle, non, qu'elle a écrit. Euh, mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est que c'était quand la semaine dernière, on était en direct à côté de Sao Paulo avec Jacqueline, parce qu'il y a l'Institut Jacqueline Pecker qui vient d'être réouvert. C'est un institut d'homéopathie pour les animaux. Voilà. Et c'était très émouvant parce que cet institut euh, avait, été, avait été ouvert par un homéopathe et cet homme est décédé. Et c'était sa fille qui était dans l'école et il y avait les élèves qui étaient là et elle était très émue aussi. Enfin voilà, c'était très beau. Et voilà, donc euh, je vous lis un passage du quatrième de couverture. Par souci d'authenticité, elle a choisi de ne parler de ceux qu'elle a personnellement que de ceux dont elle a personnellement connus, amis, maîtres ou bien souvent les deux, Pierre Barbier, Henri et Jean Boiron, Jacqueline Barbancé, Alain Orviller, Michel Deltombe, etc. Voilà. Et puis, ben voilà, ça c'est la partie homéopathie. J'espère qu'un jour il y aura quelque chose qui sortira sur ses relations avec les auteurs, avec Elsa Triolet, avec tout ce qu'elle a pu vivre, toutes ces rencontres incroyables euh, quand elle était chanteuse en cabaret. Enfin voilà, je me réjouis de découvrir ça un jour. J'espère. Allez, il faut que ça soit écrit ça. Allez, Jacques Roman. Je change et j'avance sous le marteau du temps. Bon, il a écrit plus de 30 bouquins, puis il y a des manuscrits partout. Enfin, euh, ah oui, ça, j'avais trouvé ça sympa. En fait, c'est à la fin de ce livre-là, je ne veux pas vous en dire de trop, donc j'ai fait vraiment une sélection. À la fin de ce livre-là, il y a des citations qui me sont méditations. Voilà. Donc il a sélectionné quelques citations. Et puisqu'on était dans les citations tout à l'heure, on continue. Pablo Neruda. De temps à autre, être invisible, parler sans mots, ne plus entendre que certaines gouttes de pluie ou l'essor d'une certaine ombre. Il y a plusieurs citations de Maurice Blanchot, mais je vais vous lire celle-là. Il n'y a pas de monde ailleurs si l'on est soi-même ailleurs. Encore faut-il savoir si l'on est là ou ailleurs. Je trouve ça assez marrant, ce petit truc de poésie. Et une petite dernière, d'Antonin Artaud. Car il n'y a pas une idée des choses, mais 10 000. Et dans le présent, je change et j'avance. Voilà. Donc avancez. Merci Laura pour tous ces liens que tu nous mets. Voilà, n'hésitez pas à prendre ces liens si ça vous intéresse à en parler, euh, à nous dire voilà ce que vous avez lu cette semaine, ce que vous avez aimé cette semaine. Alors, hop, Marielle Massé, je mets ça de côté. Et puis, ah oui, non, oui, j'avais envie de vous relire un passage. Où est-ce que j'ai vu Césaire? Voilà, c'est ça. Hop. Aimé Césaire. Jacques Roman, le titre. Ah, le dernier. Je change et j'avance sous le marteau du temps. Voilà. Ah, je vais vite, hein. Je vais trop vite. Allez. Aimé Césaire. Donc ça, c'est dans la collection Point Poche, qui est dirigée, Point Poésie, qui est dirigée par Alain Magoncou. Cadastre, suivi de Moi, Laminaire. Oui, oui, est-ce que j'ai dit l'éditeur de Jacques Roman? Ouais, c'était
Je change de sous. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est Aimé Césaire, Cadastre, suivi de Moi Laminaire, aux éditions Point Seuil. Épave. L'incapacité d'un dire ou de très réels chevaux hennissant, fatras d'écoute, fatras de houle, de criques, d'herbes froissées. Leur odeur seule, transmission sûre de la vomissure, appel déchiqueté de conques sans appel, odeur, odeur, sueur et lueur, poussière de rites et de mythes, mémoire mangée aux mythes, fou farfouillement de sources parmi le bric-à-brac de terre qui s'éboule au paysage mirage, virage à l'habitude et narquois, le grand air silencieux de la déchirure. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Aimé Césaire, mais moi je trouve ça magnifique. De Forlonge. Les maisons de Paris-ci, au bas des montagnes, ne sont pas aussi bien rangées que des godilles où les arbres sont des explosions dont la dernière étincelle vient écumer sur mes mains qui tremblent un peu. Désormais, je porte en moi la gaine arrachée d'un long palmier, comme serait le jour sans ton souvenir, la soie grêche des cuscutes, qui au piège prennent le dos du site, de la manière très complète du désespoir, des céibas monstrueux, seuls auxquels, dès maintenant, je ressemblerais dépouiller des feuilles de mon amour. Je divague entre houle et javel que fait tumultueuse la parole des albitias. Il y a en face de moi un paysan extraordinaire. Ce que chante le paysan, c'est une histoire de coupeur de canne. Ah, le coupeur de canne saisit la dame à grands cheveux en 3 morceaux la coupe. Ah, le coupeur de canne, la vierge point nanterre la coupe en morceaux, les jette derrière. Ah, le coupeur de canne, chante le paysan. Et vers un soir de coutelas s'avancent sans colère les cheveux décoiffés de la dame aux grands cheveux font des ruisseaux de lumière. Ainsi chante le paysan. Il y a tant de choses, il y a des tas de choses, pardon. Il y a des tas de choses dont je ne sais pas le nom et que je voudrais te dire. Au ciel, ta chevelure qui se retire solennellement, des pluies comme on n'en voit jamais plus, des noix, des feux synthèmes, des soleils lamés, des nuits murmurées, des cathédrales aussi, qui sont des carcasses de grands chevaux rongés que la mer a crachés de très loin, mais que les gens continuent d'adorer. Des tas de choses oubliées, des tas de choses rêvées, tandis que nous deux, lointaine ma distraite, nous deux, dans le paysage, nous entrons jamais fanés, plus forts que 100 000 rutes. Voilà. Aimé Césaire, Cadastre, suivi de Moi Laminaire, aux éditions Point Seuil. Allez, je prends pas un seul, je prends qu'une citation par livre de Jacques Romain. J'essaye des pas trop longues. Alors là, en fait, La nuit tournoie passionnée, c'est aux éditions Empreintes. Et en fait, je vais vous lire l'incipit, je vais vous lire le début, avec une citation de Paul Celan. Donc la citation de Paul Celan, c'est ça. Restez là. Tenir. Dans l'ombre de la cicatrice en l'air. Tourner ces vers en ma bouche, un galet noir. J'étais de corvée dans l'île dépeuplée. Restez là. Tenir dans l'ombre de la cicatrice en l'air. Voilà, donc ça c'est une citation de Paul Celan. Je crus d'abord au ronflement d'une bête. C'était le ressac de la foule obèse. La nuit en était éclaboussée de déjection. Son pont luisait de graisse rance. Quand mon corps toucha l'autre nuit, une gerbe infiniment bleue l'accueillit. Retournèrent à leur commerce ces marchands de sang, de crânes de tibia, l'inventaire leur brûlait les doigts. Une pelle sur la dune blonde, la rumeur en train de marier, un cri perçant d'oiseaux de coute. Entends ces voix qui se font passer pour elle et demandent qui tu es, et quand, et où.
Plus noir récif que sang noir, elle t'appelle. Qui est qui dans cette partie loufoque? Égaré parmi les égarés, reste corne de brume claire dans la brume. Les pillards devenus fous dévoraient leur molosse. Cet homme nu à la trace perdue, cette voix aux flots emportés, tous les grains de sable, tout le sel de la mer. C'est très beau, moi j'adore Jacques Roman. Jacques Roman est né en 1948 à Dieu-le-Fit. C'est marrant comme nom de... C'est dans la Drôme. Après une formation professionnelle à Paris, il vit et travaille en Suisse romande dès 1970. Comédien, metteur en scène, réalisateur d'émissions radiophoniques, il se consacre à l'écriture depuis 1967. Et là, c'est un ouvrage de quelle année 2009. Et en 2009, il était déjà à 30 bouquins. Voilà. Nous, on a publié 2 aux éditions de la fin. Plus le second qui paraît là. Allez. Ah ouais, ah oui, il faut que je vous dise ça. Aragon. Est-ce que vous avez déjà lu Aragon? Peut-être que vous avez lu des poésies de lui. Peut-être que vous avez entendu des textes de lui chantés par Boris Vian, par Jean Ferrat, ou je ne sais pas. Et moi, Aragon, j'ai découvert ce truc. En fait, il était critique aussi. Il faisait de la critique littéraire. Et j'avoue que faut que je reprenne ce bouquin parce que c'est incroyable. Je me suis dit l'autre jour, quand j'ai montré le bouquin de Jacques Roman sur Arabal à un autre écrivain, je dis, mais ça serait impossible de publier un bouquin comme ça aujourd'hui. On se ferait descendre, on se ferait taper dessus. Enfin, il y a une je sais pas, on est rentré dans une forme totalement normative de la critique des livres et tout ça. Et comme Aragon, il n'y allait pas par le dos de la cuillère quand même. Allez, je prends par là, ça a l'air pas mal. Mais qu'est-ce que je me suis marré dans ce bouquin, vraiment, c'est... Pourtant, si on met à la disposition de lecteurs avides et nécessairement sous-alimentés, tant de livres disparus, tant d'années perdues, une période de la réflexion poétique française, l'œuvre du magnifique Ancienneté par exemple, sans ménagement aucun, sans la replacer dans son contexte, le contexte de son temps, que vont-ils y entendre? C'est sans doute ce qui a engagé Pierre Léris, qui dirige la collection où vient de reparaître Ancienneté, dont le programme annoncé me semble très intéressant, a demandé à Roman de Renneville l'introduction qui précède et entend expliquer vers et prose du magnifique. Je ne sais si, mettant l'accent moins sur la poésie de Saint-Paul Roux que sur les idées du milieu où cette poésie se produisit, le groupe du Sar Paladin, et celle un peu différente qu'en dégagera le poète, Roland de Renneville a vraiment senti la cause du poète préfacé. J'aurais tendance à penser que c'est malgré, c'est au-delà de ses conceptions, que Saint-Paul Roux peut atteint un jeune homme comme pour Rudebeuf, disons, qui ne demande point que nous entrions dans les querelles de la vieille Sorbonne pour être touché de ce qui lui demeure, la poésie. Ou Nerval qui se lit, c'est sûrement pas la vie de Roland de Renneville, sans la moindre teinture de cabale. Laissons là nos valises pour lire Saint-Paul Roux, et en général l'idéologie allemande qui baignait le monde où se débattait en 1893 le poète, certes, si bien que pour se justifier leurs propres yeux en ces temps-là, les hommes de l'époque dite symboliste ou décadente aux dernières années du siècle dernier cherchaient à se persuader de leur cohérence avec les mystiques germaines. Il y va pas. Il est incroyable ce gars. Alors après, il a un orgueil incroyable parce que dans ses critiques, ça s'appelle Les Chroniques de la pluie et du beau temps aux éditeurs français réunis. Et c'est là où Jacqueline travaille, les éditeurs français réunis. Et il a un orgueil vraiment incroyable parce qu'en fait, il compare toujours à sa poésie. Pour lui, sa poésie, c'est quand même la meilleure. C'est assez drôle, quoi. Et je vais vous lire quelque chose parce que l'autre jour, je vous ai lu des textes de ce poète. Je ne me rappelais pas
Comme quoi, il faut rouvrir des bouquins par hasard. Celui-ci, je me suis dit, tiens, j'ai envie de vous parler d'un critique, et je vous parle de ce bouquin-là, et écoutez quand même. Je disais qu'on imagine mal à un poète vivant le double procédé critique du psychiatre et de l'exégète appliqué. Je songeais particulièrement à Pierre-Jean Jouve, qui vient de réunir sous le titre La Vierge de Paris ses poèmes de 1939 à l'après-guerre. Avec quelle facilité pourtant ici on pourrait parler de l'aliénation poétique. Quel jeu simple à systématiser d'une part médicalement, de l'autre à la façon du catalogue les symboles ou idées fixes de ce poète, et comme facilement on en déduirait un Pierre-Jean Jouve donné, un personnage auquel on prêterait bien entendu des tares physiques ou des anomalies logiques. Il est vrai qu'ici le poète est défendu dans une certaine mesure par l'explication mystique et la simple religion qui satisfont les esprits les plus difficiles, comme si mysticisme et religion rendaient clair ce qui est obscur. Pour moi, bien sûr, chez Pierre-Jean Jouve, l'obscurité commence où la mystique apparaît. Pour le reste, je veux dire où le chant prend le dessus, où Pierre-Jean Jouve est vaincu par ses circonstances, où il atteint à la réalité humaine que ce chant infâme est sensible, et que je regrette qu'il ne se laisse pas toujours ainsi emporter par ce goût malarméen du beau vers. Pourtant, franchement, alors, on a lu justement Pierre-Jean Jouve avec Jacqueline, Paul et puis Jim, et, on fait ça toutes les semaines. On lit ensemble à partir de différents pays. Et Pierre-Jean Jouve, moi, ça a été vraiment une grande découverte. Il faut absolument que je me trouve un bouquin bien de Pierre-Jean Jouve. Si vous en avez un chez vous, dites-moi ce que vous avez. Je suis très curieux, parce que je ne sais pas quoi prendre en fait. Mais bon, il y a celui-ci. Il faut que je relise cet argument. Allez. Un petit Jacques Roman. Ah oui, celui-ci, il est magnifique. C'est un tout petit éditeur qui s'appelle les éditions Isabelle Sauvage. Jacques Roman, de la contemplation de la page blanche, loin de la page blanche. 17 méditations à l'usage du gramophone. Je pense que le titre est quasiment plus long que le texte. Je perds les pages. Parce qu'en plus, les pages sont comme ça. C'est très drôle. Donc là, pour respecter le droit d'auteur, je ne peux pas vous en lire long. Qui aperçoit la page blanche, voit se lever une aube claire sur tous les points de la grande image du monde. Mais c'est pas celui-ci que je voulais vous lire. Ah, attendez. Je retrouve. C'est parce que mon livre est tombé par terre, puis les pages se sont bougées, donc c'était pas cette page-là. Où est-ce que c'est? Je vais pas tout vous révéler quand même. Cette page-là. La page blanche est un minuscule point dans la grande image du monde. On peut ne jamais la voir. Une feuille de papier blanc sous les yeux peut vous tromper. Cette feuille n'est pas la page blanche. Je trouve ça génial. Enfin, c'est un petit bijou, ce petit bouquin. Chaque page est un bijou, en fait. Allez. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Tac, tac. Ah oui, là, il y avait ce poète que j'adore. Où est-ce qu'il est? Hop. Rodney Saint-Éloi. Nous ne trahirons pas le poème. Ça, c'est, je trouve génial. Je sais pas si, est-ce que vous avez des bouquins de poésie chez vous? Est-ce que vous sortez un bouquin comme ça, puis vous voyez, ça prend pas de temps, et vous ouvrez une page et vous lisez à voix haute. J'ai des allumettes sous ma culotte. Le ciel est trop grand pour les mathématiques.
Je marche avec mes rêves en bandoulière. J'ai brûlé les arbres du ciel. J'ai brisé les tables de la loi. Je suis impie et belle. Dans la convulsion du songe, ma disgrâce n'a pas de port. C'est magnifique, je trouve. J'adore ce poète. Ah oui, celle-là, elle est bien. Mes vieux amis n'ont pas de chat, ni de montre à gousset. Ils étouffent une grosse douleur sous leur manteau d'orgueil. Assis auprès des hasards, ils ruminent les exils, la bohème interminable des villes et des amours sur la carte de l'automne. Mes vieux amis désertent cœur pourri le destin, hiver aux fourmis rouges, la solitude grisaille la maison. Quand il fait trop sombre, dans le braiement des honneurs, j'aurai un arbre pour me colter qui connaîtra l'humeur des vents. Voilà, Rodney Saint-Éloi, nous ne trahirons pas le poème dans la collection Point Seuil. Voilà. Allez, ah tiens, un petit diachrome incroyable, qui est splendide, voilà, qui est Les écrits dans le regard de Hans Bellmer. Je ne sais pas si vous connaissez Hans Bellmer. C'était un peintre, un graveur, enfin il faisait énormément de travail autour de l'image. Et ce livre est splendide, vraiment. C'est chez quel éditeur? Aux éditions Notari. Et en fait, voilà, la manière dont ça se présente comme ça, avec quelques illustrations. Vous avez l'œuf, par exemple. Et dedans, dans le passage que je vais vous lire, l'illustration, je vous donnerai le nom de l'illustration, vous serez assez surpris. En cube, tenu nu comme l'algue se meut, le livre-objet. Regard dépecé, les petites prodiges usent du fruit. La pensée crible les soyeuses ardentes de la recherche. Alentour des lys, Manuel manœuvre, vole le doigté. Et il y a une illustration avec le titre de l'illustration, c'est Sans titre, connu sous le titre Dialogue avec Jeu et Bousquet. C'est vraiment, voilà, on retrouve les mêmes, hein, c'est très surprenant. Voilà, donc ça c'est les écrits dans le regard de Hans Bellmer, de Jacques Roman. Voilà. Je ne sais pas si vous avez déjà lu Jacques Roman, mais franchement, moi je pense que j'ai pas les 30, hein, j'ai pas lu les 30. Chaque livre, c'est un bijou. J'en ai pas trouvé de mauvais en fait. Dans tous ceux que j'ai lus, j'ai pas trouvé un seul bouquin mauvais. C'est que des choses voilà, qu'on prend comme ça. Moi j'aime bien picorer dans Jacques Roman. J'aime bien, alors d'abord, lire en entier le livre, mais après, repasser dans le livre et puis repasser, en piquer un comme ça, puis reprendre une phrase un petit peu comme dans L'homme sans qualité. Je vous ai parlé déjà plusieurs fois de L'homme sans qualité de Musil, Robert Musil. J'aime bien piquer comme ça une phrase comme ça, dans L'homme sans qualité, ou dans Ulysse. Je sais pas, on sait beaucoup. Je suis vraiment en retard. J'ai un peu de travail tout de suite, en fait. Ça doit être ça. Qu'est-ce que je peux vous prendre? Ça, pas mal, ça. Ah oui, non, ouais. Non, pas voilà. Je vais... demain, je vais écouter du romanche. Je vais écouter Denise Mutzenberg. Et puis, il y a sa sœur aussi qui sera là. Et puis, il y aura le fils... bonjour. Il y aura le fils de Denise aussi qui accompagnera
qui fera des intermèdes musicaux. Bonjour, bonjour. Ah, mais il y a plein de monde qui arrive. Ah, mais il y a un raid qui vient être lancé. Mais super. Bonjour. Bah, on est en train de parler de livres, je sais pas. Bah, super. Coucou Pascalou. Bonjour, bonjour, bonjour. Aïe, bonjour. Ah, mais c'est super. Comment vous allez bien? Alors, moi, je connais pas. Euh, Case, Casey TV. C'est quoi comme. C'est quoi Casey TV? C'est. Ah, génial, Radfaoff. Ouais, c'est quoi comme chaîne Twitch? Oui, je vois. Mais c'est sympa de faire un raid, c'est vachement sympa. Mais c'est quoi comme. C'est une chaîne qui parle de quoi? Moi, je parle beaucoup de livres, mais je fais un peu de tout. Ah, mais c'est chouette ça. Je note, je vais m'abonner. Je vais aller voir. Casey TV. Et donc, mais un peu de tout, ça veut dire. C'est quoi un peu de tout? Parce qu'en en fait, moi, j'ai l'impression d'être un peu décalé ici. Oh, merci, merci de cet abonnement. Euh, Gaming, just setting canular, d'accord. Bon, bah, ok, ok, je vais aller voir, je vais aller voir ce que ça donne. Et c'est tous les jours, c'est quand, euh, ah mais non, mais c'est pas le fait que c'est gentil, moi je suis curieux aussi. Ah, c'est tous les jours, mais c'est à quelle heure? Bah, juste avant en fait. Ouais, de toute façon, d'accord, ok. Bah, très bien, mais je vais m'abonner comme ça. Dès qu'il y aura un Twitch lancé, je saurai. Et puis, moi, j'ai beaucoup de Balzac. Ah, quoi de Balzac? Merci Pascal. Mais c'est normal, écoute. Non, non, je vais découvrir. Je vais aller voir. J'adore découvrir comme ça. L'autre jour, j'ai eu un raid aussi. Et en fait, c'était marrant parce que c'était une personne que j'avais vue comme ça euh, qui écrit des romans collaboratifs en fait sur sa chaîne. Et j'avais assisté deux trois Twitch comme ça. Et je trouvais ça sympa. Puis tout d'un coup, tac, il y a un raid qui arrive. Le père Goriot. Ah, ok, super. Super, super. Moi, Balzac, il y a longtemps que j'ai pas lu Balzac. C'est toujours. Ça n'a pas vieilli, Balzac? Je sais pas. Bon, j'ai été libraire un peu plus de 20 ans, hein. Je suis désolé. J'ai vendu beaucoup de Balzac, j'ai lu un peu. Euh, oh, non, pas vraiment. Euh, j'ai lu beaucoup de BD, mais c'était plutôt Pratt, Manara, Tardy, euh, que Titeuf. Bon, Titeuf, je les ai lus aussi, hein. J'ai pas lu les derniers, mais non, non, mais Balzac, j'en ai lu, mais ça remonte à mon adolescence, quoi. C'est un peu, pour moi, euh, je sais pas, tiens, c'est marrant. Qu'est-ce que le Père Goriot, c'est celui que t'as préféré, que tu préfères, ou parce que ça serait bien. Mais j'ai jamais dit que t'étais vieux. Pourquoi? Pourquoi? Y a pas. C'est pas parce que le. Ah, d'accord, ok. Bah, écoute, super, je dois l'avoir. Il suffit juste que je le ressorte et puis que je lise. Euh, Parce que je l'ai pas lu, ça c'est sûr. Je sais plus ce que j'ai eu de Balzac, mais j'ai pas lu le Père Goriot, ça j'en suis sûr. Ah, c'est marrant. Et ça n'a pas vieilli. Non, j'ai pas dit que t'étais vieux, je dis ça n'a pas vieilli. Alors j'ai travaillé en bibliothèque scolaire en Normandie. Voilà. Mais non, j'ai travaillé principalement comme libraire, comme diffuseur. Je suis encore diffuseur et comme éditeur. Voilà. Et j'aime lire surtout. C'est surtout ça, quoi. Je me considère plus comme lecteur. Voilà. Enfin, plus comme lecteur, je sais pas. Je sais pas en fait ce que je suis vraiment. Mais voilà. Ouais, il y a le livre. Voilà. Le livre est au centre de ma vie, au centre de ma vie avec mon amoureuse aussi. Enfin, voilà, on est. Voilà, tiens, un petit coup de zoom là sur le. Et c'est pas la bibliothèque, c'est la pièce de travail. Mais ouais, 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 non mais c'est génial. Et puis ici, l'idée c'est de parler de, justement, partager nos lectures et puis découvrir des univers. Je disais tout à l'heure que le dernier Twitch, on a parlé de SF et puis quelqu'un qui me dit ah, mais tiens, il y a des bouquins de SF et de fantasy qui vont sortir. Ah, tiens, je dis ça m'intéresse, donc voilà, donc je sais que prochainement je vais en lire. Mais voilà, je suis pas attaché à un genre. Là, ce soir, bah, je parlais d'un auteur parce que dans la maison d'édition où je travaille, aux éditions d'en bas à Lausanne,
il y a un bouquin qui sort le 3 septembre, et j'ai sorti une pile de bouquins de cet auteur chez d'autres éditeurs. Voilà, donc c'est vraiment... l'idée, c'est vraiment le partage, quoi. Et puis la découverte. Moi, ouais, je suis curieux et j'aime découvrir des choses. Et le père Goriot, par exemple, c'est génial parce que... euh, ok, bah écoute, on se revoit à bientôt. Ouais, ok, merci. Bah nous, le stream, il se termine bientôt, là. Il se termine, voilà, il se termine en général à 21h. Mais... et merci, merci Casey pour le raid. Et puis bon appétit. Et oui, allez, moi je pense que... Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, il y a des livres que j'arrive pas à lire parce que je trouve que c'est mal écrit. Alors c'est du jugement de valeur, je suis d'accord. Mais, mais par contre, il y a des découvertes. euh, je disais tout à l'heure, Pierre-Jean Jouve, par exemple, tout d'un coup, j'ai découvert ce... Rameau, je déteste ma personne. Ouais, mais ouais, le poète maudit, quoi. Enfin, c'est... moi, je déteste pas, mais bon, c'est pas mon poète, voilà. Ouais, j'ai quelques... Allez, je me lance. Tu vas me dire, donc il y a Balzac. Dis-moi ce qu'il y a d'autre. Et puis moi, je t'en donne un à côté. Moi, je te dis Sioran. Je- voilà. Euh, c'est pas emballant, j'ai du mal. Ouais, alors, il y a des trucs quand même à voix haute qui sont pas mal de Rimbaud, quand même, hein. Il y a quand même un rythme qui est intéressant. Euh, mais on a fait beaucoup autour du personnage de Rimbaud, je trouve. Plus que sur sa poésie. Je pense que Rimbaud est plus connu comme sa petite histoire que par rapport à sa poésie, ce qui est un peu dommage, mais bon. Ouais, moi, Sioran, j'adore. Mon livre phare, c'est L'homme sans qualité de Robert Musil. Et puis, Le voyage au bout de la nuit de Céline, hein, et puis là, derrière, il y a Don Quichotte. Enfin, voilà. C'est des bouquins, pour moi, qui sont majeurs, euh, qui sont... ouais, qui sont vraiment importants, quoi. Mais alors, tu détestes Rimbaud, mais est-ce qu'il y a des... Quel poète tu aimes? Parce que dernièrement, on a fait avec... euh, je parlais tout à l'heure qu'on faisait des visios comme ça une fois par semaine avec une personne aux États-Unis, au Texas, puis une personne en Équateur. D'accord. Et puis une personne en France. Puis on a commencé par faire des rencontres autour de la poésie et de la musique. Et c'était assez amusant. Euh, donc tu es plus littérature générale ou littérature classique, littérature enfin, française, ou littérature étrangère, ou... après, ouais, poète, ça veut pas dire grand-chose, quoi. Euh, on a classé ça sous le thème de la poésie, mais un auteur comme Damien Muric, par exemple, c'est pas de la poésie, c'est de la prose. Ouais, ok. Et, euh, et moi, Damien Muric, je suis complètement fan. Enfin, c'est vraiment un auteur que j'adore. Euh, Il y a Thomas Vino, par exemple, j'aime bien Thomas Vino. Je trouve que c'est des textes qui sont très beaux. Euh, Qu'est-ce que j'ai en face? Je sais pas mes lunettes, hein, j'arrive pas à voir tout ce que j'ai. Euh, Là, on discute pas mal autour de Proust tout de suite avec mes amis parce que Jim il est sur un groupe qui lit Proust aux États-Unis. Donc, moi, j'avais lu Whitman un petit peu, j'avais été dans un groupe avec lui autour de Whitman, mais moi, je suis pas assez bon en anglais pour suivre. Mais par contre, après, on a parlé ensemble de Whitman pendant un an et demi, quoi. C'était un an, ouais. C'était chouette. Française, donc française contemporaine ou plutôt classique, enfin classique, je sais pas, est-ce que c'est plutôt Colette, Monterland ou euh, ok, ok, très bien. Bah écoute, merci beaucoup d'être venu. Ouais, ouais, ouais. En général, c'est le mardi. Ouais, des fois, ça peut changer. Donc voilà. En général, c'est le mardi à 20h, quoi. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous.
Je vous souhaite, merci, je vous souhaite une belle soirée, de belles lectures, et puis, bah, si vous n'avez pas lu le Père Goriot, faites comme moi, lisez-le. Comme ça, au moins, on sera. Ah, bah voilà, Captain Zob Zob. Captain Zob Zob, j'ai présenté, je sais pas si tu as vu tout à l'heure, j'ai parlé du Philippe Lançon que je suis en train de lire, que tu m'avais conseillé. Donc c'est génial. Et j'en suis à la moitié. J'en suis à la moitié, c'est très chouette. Je suis vraiment content, merci de tes conseils. Voilà, allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à toutes et à tous. Ouais, super. Merci. Hein, puis voilà, c'est ça l'intérêt du partage. C'est de pouvoir me proposer des choses. Puis moi, je reparle après. Et puis voilà, on est une chaîne en fait. Voilà. Merci bien. Allez, salut.